le Love Show, une émission spéciale sur le TDAH avec une aussi invitée exceptionnelle, Jenny, pour le chapitre 2. Jennifer Dimler, qui est coach, formatrice, hypnothérapeute. Est-ce que tu peux te présenter, Jenny? Moi, vous me connaissez, hein, c'est Aurore, sexothérapeute, thérapeute de couple. Je suis l'animatrice principale du Love Show. Eh ben, bonjour à tous. Si on se découvre et qu'on ne s'est pas encore, vous m'avez pas encore découverte dans la première émission, donc je m'appelle Jennifer Dimler. Je suis coach spécialisée autour du TDAH. J'accompagne principalement les adultes, quelques adolescents autour de ce trouble et plus spécifiquement les personnes qui découvrent à l'âge adulte qu'elles ont un TDAH. Et on apprend à travailler ensemble sur des stratégies pour mieux fonctionner dans la vie de couple, dans le quotidien, dans le travail, enfin là où les symptômes se manifestent. Et en parallèle de ce métier, donc je suis également hypnothérapeute. Donc j'ai tendance à utiliser les outils de l'hypnose associés au coaching. J'utilise aussi les outils de la PNL, la programmation neurolinguistique. Et tout ce que je travaille en séance, en individuel, sont des choses également que j'enseigne. Donc j'enseigne la programmation neurolinguistique, j'enseigne le métier du coaching et j'enseigne la discipline qui est l'hypnose ericksonienne. Et puis, je donne aussi des formations autour du TDAH dans différentes institutions, différentes entreprises. Donc, je me réjouis de passer cette émission qui est sur quel thème aujourd'hui ? Je voulais juste rajouter que tu es et sur la France et sur la Suisse. Oui, en fait, je suis sur toute la partie francophone, donc je coach autant. Enfin, j'ai un cabinet en Suisse, j'ai un cabinet en France, je suis en Haute-Savoie entre Annecy et Genève, et j'ai un cabinet à Genève. Et énormément de mes séances se font en visio parce que la spécialité que j'ai, on n'est encore pas très très nombreux dans ce domaine. Donc voilà, j'accompagne des personnes au Luxembourg, en Belgique, certaines en Espagne, qui se reconnaîtront peut-être si elles me voient, au Canada, en Suisse aussi. Donc c'est voilà, je découvre plein de nationalités et de pays à travers ce trouble. Ouais, c'est passionnant. Si vous ne savez pas ce que c'est que le TDAH, on va faire une rapide définition, mais je vous invite à aller voir la première émission. On a vraiment détaillé dans le fond. Donc faire pause et puis revenir sur la première et revenir tout de suite ici. On va faire quand même rapidos parce que ça atteint quand même des troubles de cognition. On a vraiment tout ce qui est autour du comportement, des émotions, de l'environnement. Et c'est un trouble de la régulation globale. Mais qu'est-ce que c'est en quelques mots, Jenny ? Le TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc certains sont TDA, juste le côté attentionnel, certains sont TDAH avec en plus le côté, avec donc ou TDA ou TDAH mais impulsif, hyperactif, ou le mixte, et ils ont la totale en fait. C'est un trouble qui est de naissance, mais qui en fait c'est un trouble de la régulation globale au niveau des émotions, au niveau des comportements, qui est impacté par l'environnement. Donc certains éléments d'environnement peuvent amplifier les symptômes. C'est aussi donc ça intervient sur la planification, l'organisation, les relations sociales, la capacité à jongler avec les idées, la capacité à inhiber des choses, donc ne pas faire attention aux sons, aux odeurs, la capacité à rester concentré sur quelque chose. Donc on en parle beaucoup plus dans la première émission, mais c'est pour vous dire que dans la vie de couple, ça impacte autant la relation que l'émotion, que la capacité à faire des choses ensemble, et c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui autour de la vie de couple. Donc c'est de naissance, mais ça peut être diagnostiqué à n'importe quel âge, et les symptômes, bien que le trouble du neurodéveloppement soit de naissance, ils peuvent s'exacerber et devenir une souffrance dans des moments charnières de la vie où la charge mentale devient plus importante, donc, et où il y a des mouvements aussi hormonaux. Donc pour la femme, le postpartum est un moment critique charnière, la périménopause, et notamment sur l'arrivée d'un enfant. Et puis ça arrive souvent qu'on se retrouve diagnostiqué parent parce qu'on a un enfant qui est diagnostiqué lui-même, à savoir que qui dit diagnostic dit souffrance. Si vous vous reconnaissez dans la première émission sur différents symptômes mais que vous n'êtes pas en souffrance, ce ne sera donc pas un TDAH, ce sera des marqueurs du TDAH, un peu comme sur le spectre. Mais il n'y a diagnostic que s'il y a souffrance de la personne dans au moins 2 domaines de sa vie, comme par exemple et au travail et dans la vie privée, ou et dans la vie sociale et au travail. Sinon, on a un peu tous ces symptômes, mais juste pas à la même fréquence, pas à la même intensité, et pas au point où ça en devienne un handicap. Oui, c'est ça. Ok.
Dans ce chapitre numéro 2, on voulait parler avec vous de tout ce qui était autour de la sphère intime, du couple et donc versus le TDAH évidemment, parce que c'est important et qu'on vient d'en parler régulièrement en tant que sexothérapeute et que ça te parlait aussi dans tes coachings. Il y avait plusieurs choses qu'on voulait vous parler. Alors on a déjà parlé un petit peu dans le premier chapitre, c'était sur l'hyperfocus, hein. C'est ça? Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, une des particularités, c'est qu'avec un TDAH, une des manifestations, qui peut être parfois perçue comme un super pouvoir parce qu'on peut déclencher ce qu'on appelle un hyperfocus. C'est une période dans laquelle on va être tellement concentré sur quelque chose, on va perdre la notion du temps, perdre la notion de nos besoins, physiologiques et être tellement concentré sur quelque chose qu'on va potentiellement y travailler plus vite que d'autres. Ça, c'est pour les aspects positifs et pour les aspects négatifs, c'est qu'en fait, on finit par faire abstraction de tout ce qui nous entoure, le temps, les personnes qui sont autour de nous, la famille, les besoins physiologiques, ça fait qu'on peut avoir du mal à aller aux toilettes ou à boire parce qu'on est tellement concentré sur ce truc. Mmh. Et l'idée, donc j'en parlais un petit peu plus dans la première émission sur l'aspect TDAH trouble, mais là, c'est qu'on en parle sur la vie de famille, la vie de couple, comment ça se passe quand l'un des membres de la famille déclenche un hyperfocus et on oublie d'aller chercher les enfants à l'école, de participer à la vie familiale parce que rouleau compresseur, il n'y a que ce projet qui fait place et que même si la personne, elle est avec nous, elle n'est pas là parce qu'elle est dans sa tête, dans son monde, encore à Ouais. penser à ce projet. Donc, on avait envie d'un petit peu de discuter de ça sur l'aspect hyper-focus. Et puis c'était par rapport à la sexualité, mais oui, en effet, ça déclenche beaucoup de rancune et de ressentiment, quand il y a des oublis et que l'autre a l'impression, qu'il ou elle n'est pas responsable. On parle beaucoup de la charge mentale chez la personne qui a du TDAH, mais on a aussi l'autre, qui se dit: «Voilà, mais moi j'ai tout à gérer», également, et puis tout à l'heure, dans la première émission, on vous invite à aller la voir, hein, sur Twitch, YouTube et puis Insta, sur Honneur Original. On a parlé de cette personnalité un peu supernova, où c'est Ibiza, youhou, génial, c'est hyper original, c'est cool, c'est curieux dans la sexualité, dans l'intimité, c'est la lune de miel qui est pump it up, mais on peut aussi passer à un froid polaire. Hein, tu avais fait ça comme métaphore hier. Ibiza a un froid polaire, vous voyez très bien. Et ça peut être complètement déstabilisant chez l'autre qui se dit: «Mais alors moi j'existe, où je suis transparente, transparente». Et c'est ça qu'il faut comprendre parce qu'il ne faut pas surinterpréter cette distance émotionnelle comme du désintérêt, finalement. C'est ça, hein, Jenny? Cette distance qui, du coup, est perçue comme une distance émotionnelle, mais qui n'en est pas réellement une, c'est Oui. que TDAH ou pas, quand on démarre dans la vie de couple, l'autre est une nouveauté, donc ça va prendre toute notre attention, notre curiosité, notre envie d'en découvrir plus, notre envie d'être tout le temps avec cette personne. Et ça, on n'a pas besoin d'un TDAH pour tous l'avoir ressenti. Par contre, la particularité, du coup, quand il y a un diagnostic de TDAH ou pas, mais que vous avez beaucoup de marqueurs, cette hyperfocalisation va faire qu'à un moment donné, c'est ce que je donnais comme métaphore, c'est le projecteur en fait, et que ce projecteur attentionnel va, de temps en temps, ça va être le partenaire, waouh, je m'intéresse à lui, et c'est un petit peu comme voilà, c'est ce focus-là et ce temps, cette disponibilité que j'ai, je vais te la donner. Ça va de pair avec l'impulsivité, c'est que là, j'ai décidé que je vais octroyer du temps à mon compagnon et dans ces cas-là, j'organise des choses, je m'intéresse à lui, je lui pose des questions, je suis aux petits soins. Et puis à un moment donné, le projecteur, pour une raison X ou Y, va faire: «Oh tiens, il y a ce nouveau projet professionnel qui va m'intéresser et qui va devenir ma nouvelle lubie». Donc on va être curieux, on va penser qu'à ça. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, quand le projecteur il est plus sur le conjoint, en fait, il y a un désintéressement de l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de sentiments, moins d'amour, c'est simplement que le focus attentionnel, il est passé ailleurs. Mais ça peut être délétère pour le couple parce que, un couple, j'utilise souvent cette métaphore de la plante, en fait. Alors, il y a des plantes, il y a des cactus, il y a des orchidées, il faut prendre un bain, il y a des plantes qu'il faut arroser au quotidien. Dans un couple, j'aime bien essayer de savoir l'autre, quel type de plante c'est. Est-ce que tu as besoin qu'on t'arrose tous les jours, que c'est des petites attentions tous les jours? Est-ce que tu as besoin qu'une fois par semaine, c'est vraiment un moment de partage, un bain métaphorique, mais le reste du temps, chacun sa vie? Ou est-ce que tu es un cactus et en fait, chacun vit sa
sa life et puis de temps en temps, on se retrouve. Donc, TDAH ou pas, posez-vous la question quel genre de plante tu es, quel entretien tu nécessites. Et avec une personne qui a un TDAH, vaut mieux pas être une plante qui a besoin d'être arrosée tous les jours parce qu'en fait, il se peut que pendant 3 semaines, on vous laisse crever dans un coin et pardon de mon langage Et vous allez être déçus. et d'un seul coup, on va vous arroser, d'amour, de présence, de disponibilité parce que au niveau des neurotransmetteurs ou X ou Y raison, là, on a cette disponibilité. Malheureusement, on le choisit pas, mais on va pouvoir tout donner quand on a cette disponibilité et malheureusement moins donner quand il y a plus cette disponibilité, cette énergie ou cet intérêt. Et c'est comment vivre avec les bons aspects, c'est qu'on s'ennuie jamais, c'est qu'il y a toujours de la nouveauté, du challenge, du désir de curiosité. Mais les moins bons côtés, c'est qu'il y a des moments où il y a un désintéressement de la vie de couple, il y a un désintérêt pour l'autre parce qu'il y a un intérêt ailleurs. Et il faut arriver à dissocier, c'est pas que j'ai pas envie d'être avec toi, c'est que j'ai besoin de faire autre chose. J'ai besoin de pouvoir et le autre chose, il faut pas venir se comparer parce que peut-être le autre chose, ça veut être moi mon délire, c'est les puzzles. Mais voilà, si je peux passer une journée entière sur mon puzzle et me désintéresser de mon conjoint, de mon fils, du reste et c'est comment l'autre, il va composer avec ça et de pas le prendre personnellement. C'est pas que je ne veux pas être avec toi, c'est que j'ai besoin d'avoir ce moment qui me happe et peut-être l'idée, les astuces, c'est comment on fait pour sortir une personne qui a un TDAH d'un hyperfocus, pour dire: «Eh mais j'ai besoin que tu m'arroses en fait». Oui, parce qu'un des intérêts du diagnostic, c'est justement une meilleure connaissance de soi. Et l'idée, c'est que justement, on peut prévenir ces moments où on a envie d'être tout seul, toute seule, et d'avoir ces 1 heure, 2 heures, 5 minutes de focus pour soi, que ce soit pour le professionnel ou pour faire des puzzles, peu importe. Mais l'idée, c'est d'en parler, si c'est possible, en amont avec notre partenaire, et que notre partenaire nous en parle. Parce que l'idée, c'est pas contre toi. C'est pas, que je ne veux pas passer du temps avec toi ou d'énergie avec toi. C'est juste que j'ai besoin d'un moment pour moi, un besoin pour faire ci, pour faire ça. Et souvent, il y a un problème de communication, comme dans beaucoup de couples, hein. C'est pas nouveau. Mais là, le fait de le savoir, ces moments seuls aussi d'hyperfocus, et cetera, c'est aussi pour se ressourcer, c'est pour activer de la dopamine. Donc c'est aussi intéressant. Il y a cette, ambivalence, c'est que l'hyperfocus est un espace où on va se ressourcer parce qu'il génère beaucoup de dopamine, mais en même temps, c'est un espace qui est extrêmement énergivore pour la personne qui se coince dans un hyperfocus. Parce que c'est un moment où la personne perd la notion du temps, potentiellement boit moins, mange moins, écoute moins ses besoins physiologiques. Cognitivement parlant, c'est extrêmement coûteux, ça prend beaucoup de bande passante. Donc quand la personne sort d'un hyperfocus, elle va avoir un temps pour se remettre, en fait. C'est un peu comme si on avait fait un marathon. Ça nous a pris beaucoup, beaucoup de ressources et donc moi, j'accompagne beaucoup les personnes justement à comprendre qu'est-ce que l'hyperfocus, comment le déclencher sur commande parce que ça devient une sorte d'hyperpouvoir si on sait le déclencher sur commande et si on l'arrête, ça devient ce qu'on appelle un état de flow, qu'on utilise dans la créativité ou dans la création de projets. Et une fois qu'on en sort, c'est un peu comme si on était coincé. Si on n'a pas les stratégies, on est coincé dans cet embrayage et même si on a envie d'arrêter, on n'y arrive pas, c'est plus fort que nous. Et donc c'est tout l'art d'apprendre à le déclencher sur commande, d'apprendre à en sortir et d'avoir conscience que quand la personne sort de son hyperfocus, on peut lui dire: c'est bon, tu as fait tes 10 heures de puzzle, donc maintenant tu es enfin disponible». Non, parce qu'en fait ça a été tellement coûteux cognitivement parlant que la personne après il faut qu'elle s'en remette. Donc elle est toujours pas disponible, mais parce que là, il faut qu'elle se recharge de ce que ça lui a coûté pour qu'elle se recharge. Donc, ce que je peux peut-être apporter comme astuce, peut-être pas pour le déclencher l'hyperfocus, mais peut-être pour en sortir, l'autre partenaire qui a conscience: «Ah, tu es en train de déclencher un hyperfocus», déjà, c'est de le faire conscientiser à la personne parce qu'elle s'en rend pas compte à ce moment-là, pas toujours. Des fois, elle peut, mais des fois, elle peut ne pas s'en rendre compte. À ce moment-là, elle perd la notion du temps, elle perd la notion des besoins physiologiques. Donc, ne pas hésiter à lui mettre à disposition, de l'eau, ou à venir la voir en lui disant: «Tu as besoin d'aller aux toilettes?» Ça paraît bête, hein, mais la personne, elle est tellement focus sur ce qu'elle fait qu'elle en déconnecte, en fait, les sensations et les besoins physiologiques. Donc ça, c'est comment prendre soin de celui qui déclenche l'hyperfocus et après, c'est comment l'aider à en sortir.
Et là, en fait, c'est de lui faire prendre conscience du temps, tu vois. Tu sais, ça fait 2 heures que tu es dessus. C'est un peu comme un enfant, si tu veux lui retirer un jouet de la main, va falloir que tu lui proposes un autre jouet plus intéressant. Donc, ça va vous challenger un petit peu sur alors, je vais interrompre la bestiole en plein hyperfocus sur son puzzle. Il va falloir que je lui trouve un truc suffisamment intéressant pour l'aider à sortir. Et quand il ou elle en sort, de la happer pour pas qu'elle y retourne. Donc voilà, il y a la communication, il y a les techniques, il y a les timers, et il y a le motiver la personne à faire quelque chose qui est autant motivant, je sais pas si ça se dit, que ce qu'elle était en train de faire. Et il y a de pas la juger à ce moment-là, parce que encore une fois, c'est quelque chose qui se déclenche si on n'a pas appris à le contrôler, ça se déclenche sans qu'on le veuille. Et on est tellement passionné à ce moment-là qu'on peut même devenir agressif si l'autre nous en sort de manière qui est pas adaptée. Un peu comme quand on vous réveille d'une sieste de manière trop violente, après t'es grincheux. Donc quand la personne, on la sort de l'hyperfocus, il faut lui laisser, on l'aide à en sortir, mais il faut lui laisser aussi un petit temps de recharge. Mais voilà. Et contrôler, gérer, ça devient un super pouvoir d'organisation, de planification, de création, et vous déclenchez un hyperfocus. Ensuite, avec l'autre, ça devient génial. Et vous associez ça dans le rapport sexuel, ça peut être très chouette aussi. Oui, mais l'idée, c'est pas de créer des disputes pour rien non plus, parce que faussement, on a l'impression que ça va redynamiser de la dopamine, mais ça va beaucoup nous insécuriser aussi, et c'est pas l'idée. Voilà, parce que plus il y aura un contexte d'insécurité, moins il y aura de sexualité, vous le savez. Oui. Ok, donc là, l'hyperfocus, c'était important qu'on en reparle. Yes. Donc, ouais, l'idée, c'est vraiment d'éviter ce chaud et froid qui crée la relation toxique, en fait. En fait, c'est pas que l'éviter. L'éviter, c'est plutôt d'avoir conscience que, en fait, c'est comme il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été. Donc, on peut pas aller contre le fait qu'à un moment donné, il y a l'hiver. Mais juste que quand il y a l'hiver, tu t'adaptes et tu t'habilles pour. Donc, quand déjà, la personne, une fois qu'elle conscientise son hyperfocus, elle va pouvoir mettre des stratégies en place en disant là, je sens que j'ai besoin de déclencher ça parce que je dois travailler sur une présentation demain et que les 2 prochaines heures, il faut que je me mette dans ma bulle. Et ça veut dire que plus personne n'existe. C'est-à-dire que même s'il y a un problème ou autre, je ne suis pas là. Donc, si on le sait, c'est comme l'hiver, tu le sais, ça dure un certain temps. Et tu sais que pendant ces 2 heures, je ne suis pas là, tu ne peux pas compter sur moi. Et ça veut dire que même si tu as besoin d'amour, de présence, je ne pourrais pas te donner ça. Mais quand les conditions sont données, parce que l'autre a dit ce dont il avait besoin, ça marche mieux. Donc, c'est parler en jeu. J'ai besoin de ce temps, j'ai besoin de cet espace, que ce soit celui qui n'a pas de TDAH ou celui qui en a. C'est des techniques de communication. On parle pas en tu, mais en jeu. C'est pas tu es toujours absent ou tu me laisses jamais tranquille. C'est j'ai besoin de temps pour moi, pour me. Voilà. Et inversement, du coup, quand on est en hyperfocus, on perd la notion du temps et ça veut dire que l'autre, la charge mentale, c'est tout lui qui la porte à ce moment-là. Et donc, ça va être important aussi que l'autre qui n'est pas dans cet hyperfocus dise, voilà, je me sens seule en ce moment parce que je suis le seul à porter telle charge, telle organisation, telle planification et j'ai besoin que tu puisses y apporter ta part. Comment est-ce qu'on peut trouver ça? Comment est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Dès que vous exprimez vos besoins de manière unilatérale, il y a un espace de partage et de parole. Et voilà, on ne va pas aller contre l'hiver, on va juste apprendre à s'équiper pour et à profiter quand quand il y a du beau temps, autant en profiter en fait. Il y a des choses qu'on contrôle et il y a des choses, au lieu de les subir, c'est de savoir profiter de ce qui est là et de ne pas prendre contre soi quand c'est pas là en fait. Ça n'a rien à voir avec l'amour et l'attachement, ça a à voir avec un trouble du neurodéveloppement au niveau des neurotransmetteurs et au niveau des fonctions exécutives. Et c'est pas drôle. Non, pas toujours. Ok, dites-nous d'ailleurs en commentaire, parce qu'on est enregistré, on n'est pas en live pour une fois, mais on va lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur YouTube, Facebook, Insta, et Twitch. Et on va passer, on va revenir à cette histoire de dispute, parce que je pense que c'est important aussi de revenir sur cette histoire de dispute avec la dysrégulation émotionnelle. Parce que ce qui se passe dans la dispute pour quelqu'un qui n'a pas un TDAH, c'est qu'à un moment donné, on passe à autre chose. Par contre, quelqu'un qui a un TDAH, il va redescendre beaucoup plus lentement. C'est ça, hein?
En fait, dans un TDAH, il y a, pas pour toutes les personnes qui ont un TDAH, mais il y a, je crois que c'est à peu près 70 des personnes qui sont diagnostiquées avec un TDAH qui vont faire de la dysrégulation émotionnelle. C'est-à-dire que le vécu d'une scène qui peut paraître neutre va être vécu comme des montagnes russes, avec une montée très forte, très rapide. Donc c'est-à-dire qu'un énervement, mais aussi une joie, va monter très, très vite et malheureusement moins pour la joie, je crois, enfin si, ça peut le faire pour la joie, va descendre très lentement. Donc, vous faites un petit truc, un petit détail, typiquement, moi, je déteste qu'on mette mes vêtements par terre ou les draps par terre quand on change les draps. C'est un détail, hein, mais c'est important pour moi et mon chéri, quand il change les draps, il les laisse parfois par terre. Moi, je vais voir ça, en fait, je vais monter, mais à une intensité où potentiellement, en fait, je peux me séparer. Je peux avoir envie de me séparer à ce moment-là parce que tellement pour moi, c'est violent ce que je suis en train de ressentir et heureusement que j'ai tous ces outils qui font que que je me suis pas séparée à cause du fait qu'on mette mes vêtements ou les draps par terre. Mais quelqu'un qui n'a pas ces outils de régulation, du coup, peut partir dans des explosions de colère, à cause de l'impulsivité et de cette hyperactivité, et va mettre beaucoup de temps à redescendre. Donc on a un neurotypique et un TDAH. Le neurotypique va faire un truc, le TDAH va monter d'un seul coup. Et le neurotypique va dire, «OK, d'accord, j'ai compris» et puis il passe à autre chose. Mais l'autre, en fait, il va mettre du temps, donc il va redescendre, mais peut-être plusieurs heures, voire plusieurs jours après. Et c'est épuisant, du coup, pour la personne qui a ce TDAH de: «Faut que je traite encore la colère que j'ai ressentie ce matin, avec mon petit parce qu'il était en retard, pour mettre ses vêtements et moi il est 16 heures et je suis encore en train de traiter ça». Donc Ouais. ça prend. Et quand le système nerveux est en PLS, il y a pas de libido possible. Exactement et le TDAH, c'est aussi un trouble de la régulation du système nerveux. On est quasiment tout le temps avec enfin pas quasiment tout le temps parce que sinon on ne pourrait pas vivre, mais le système sympathique a tendance à prendre trop de place. Celui Ouais, qui est sur le fight en c'est fait, vrai. sur l'hyperréactivité, l'hypervigilance, et du coup, c'est des personnes qui vont tout de suite prendre très vite quelque chose, potentiellement mal le prendre si elles ne sont pas travaillées sur la compréhension d'elles et mettre du temps à redescendre. Inversement, et c'est ça qui est un peu en opposition, c'est que c'est des personnes qui sont en recherche de sensations, vu que la dopamine n'est pas suffisante et pas libérée assez longtemps. Tout est comme anesthésié en fait, tout a moins de saveur. Donc on va chercher à avoir des expériences qui donnent de la saveur, qui donnent de l'intensité. Donc autant on peut monter très très vite, autant des fois ça peut être un encéphalogramme plat sur l'expérience. Donc on va aller chercher de la bagarre parce que quand il y a de la bagarre, il y a ça donne des sensations qu'on ne va pas avoir le reste du temps. Donc c'est ce truc-là il peut y avoir plus de prise de tête si on n'a pas conscience que attention, c'est pas parce que je suis en train de m'ennuyer dans ma relation que je dois aller tout chambouler juste pour me Mmh. sentir vivant, en fait. Donc voilà, cette dysrégulation, c'est pas tout le monde, mais ça vient impacter, le désir sexuel parce que, si je suis encore en train de traiter l'émotion de ce matin, Ouais, j'ai pas cette disponibilité pour passer, à l'acte. ouais. Et puis je suis Hem, pas dans mon corps. Oui, je suis pas en train de réguler mes émotions, donc je suis pas dans mon corps et très souvent, j'ai du mal à voir enfin, l'idée c'est de se connaître un peu soi et de voir un petit peu des signaux corporels. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai encore la gorge serrée? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que moi j'ai souvent un baromètre avec le dos. Est-ce que j'ai mal au dos? La gorge aussi, j'ai ça. Il y en a d'autres, c'est la tête, bref. L'idée, c'est de savoir un petit peu où vous en êtes, un espèce de scan corporel, émotionnel et puis peut-être éventuellement de vous proposer à vous, qui avez un TDAH, mais vous le voyez pas et vous le sentez pas, mais votre partenaire vous observe et se dit: «Ah, il y a peut-être besoin d'un sas» ou peut-être on peut se le proposer soi-même, dire: «Là, temps mort, j'ai besoin d'un petit sas de 10 mmh, minutes, j'ai besoin de faire une petite douche, j'ai besoin de faire un petit tour, j'ai besoin de je sais pas trop quoi». Un truc qui fait du bien et qui permet de relâcher la pression, revenir dans la respiration aussi, hein, mmh. on fait un peu de méditation, cohérence cardiaque, ça fait que du bien. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'avec un TDAH, parfois, on a une difficulté à l'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'on a du mal à se rendre compte qu'on est énervé, qu'on n'est pas redescendu de quelque chose de précédent. Donc le partenaire, s'il l'observe, de pas hésiter à faire le miroir de je vois qu'il se passe quelque chose, pour amener de la conscience sur Ouais. c'est bizarre, mais c'est comme si des fois on était anesthésiés aussi de nos propres émotions. Autant des fois ça pique
très, très fort. Il y a la dysphorie sensible au rejet aussi, c'est qu'il y a une hypersensibilité à l'opinion de l'autre et potentiellement à se sentir rejeté juste avec un regard, avec une phrase et ça vient se cumuler à la dysrégulation émotionnelle, donc ça fait que c'est aussi un trouble de la régulation émotionnelle, même si on en parle peu. Donc c'est de pas hésiter en fait à l'autre, ce qu'il observe, d'arrêter de le prendre personnellement, Ouais. même si on est tous un peu auto-centrés, mais dire: «Bah, voilà, je vois que j'observe ça chez toi, viens, on prend le temps de redescendre et après on ouvre la discussion». Donc voilà, d'avoir cette capacité à être en métacognition ou en dehors, enfin, être capable d'observer ce qu'on est en train de vivre. C'est pas toujours évident et on peut aider l'autre avec ça ou en créant des sas. Complètement. On avait autre chose aussi à échanger avec vous, c'est tout ce qui est autour de la distraction. Parce que chez l'homme et chez la femme, ça se définit, ça va se traduire un peu différemment dans la distraction au niveau, de la sexualité. Donc l'homme va être plus sur des problématiques de performance, c'est un peu, culturel aussi et la femme va être plus dans sa charge mentale: «Merde, j'ai oublié le papier toilette, ou le lait, UHT, entier et pas demi-écrémé» et dans l'organisation de son quotidien et ça, quand on est dans sa tête, on n'est pas dans son corps et on n'est pas dans le activer le chemin de plaisir aussi. Mmh. Donc c'est compliqué dans la sexualité. C'est ça, hein, qui peut Ouais. arriver. Donc si là on fait un hyper focus, sur la sexualité, ce qui se passe, c'est qu'une personne qui a un TDAH pendant le rapport sexuel, bah, c'est même si on n'en parle pas, ça peut être un peu tabou, mais bah, les symptômes, ils s'arrêtent pas, à ce moment-là. Donc, Bien sûr. la distractibilité, la difficulté à filtrer, au niveau des 5 sens, bah, elle est pas toujours fonctionnelle et ça se traduit pas de la même manière chez l'homme et chez la femme, même si, on peut être homme et avoir une distractibilité qui se retrouve aussi chez la femme. C'est pas généralisé, mais ça veut dire que on peut avoir cette sensation que pendant le rapport, la personne qui a un TDAH, c'est comme si elle était pas là. Parce qu'en fait, elle est happée dans ses pensées, Ouais. et c'est comme si elle sortait de son corps et donc il y a un vrai travail de pleine conscience, en fait, à faire, à revenir dans son corps, à reprendre conscience de ce qui est en train de se passer parce que notre esprit va happer vers autre chose. Alors il peut être happé par des pensées, mais il peut être happé aussi par la saturation sensorielle. Donc qui dit, Mmh. sexualité dit proximité, Ouais. proximité, sensorielle et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est un trouble qui intervient au niveau du système sympathique, donc le système nerveux et une simple caresse peut être ressentie comme douloureuse, comme inversement, une Mmh. simple caresse peut ne pas être ressentie. Donc il y a vraiment une découverte du partenaire, de comment il fonctionne et que potentiellement, bah, c'est comme une météo et notamment au niveau de la femme et du cycle, menstruel, en fait, bah, il y a des moments où avec ce trouble, les symptômes sont exacerbés, comme la semaine, le syndrome prémenstruel, la semaine qui précède les règles. Il y a une chute au niveau des œstrogènes et du coup, ça impacte la dopamine et ça décuple les symptômes, du TDAH et ça fait que la personne va être beaucoup plus sensible, au bruit, aux odeurs, au toucher et à ce moment-là, en fait, le rapport peut devenir presque enfin, Douloureux? douloureux, Ouais. voire un devoir parce que le système nerveux n'est pas apte à passer sur le parasympathique, donc à passer sur la détente. Ouais. Donc cette distractibilité, bah, elle est aussi sensorielle. Donc ça peut être dans les astuces, à découvrir, mais un partenaire qui présente une saturation au niveau de la sensorialité, le fait ne serait-ce que d'entendre le souffle de l'autre peut être une distraction. Le fait d'avoir une odeur qui est trop forte, un parfum qui est trop fort peut être une distraction. Donc c'est d'avoir conscience de cette sensibilité et peut-être, bah, de mettre une sorte de sourdine. Mmh. Dans les astuces, bah, il y en a qui vont utiliser de la musique. La musique va Ouais. saturer la pensée, donc on peut moins facilement accéder à la pensée. Les masques. Le masque qui Mmh. va faire que, tu coupes la vue de potentiellement la pièce ou la chambre dans laquelle tu es et où il y a du bazar et donc la personne, elle Tu va le être vois en plus? en plein rapport et puis en même temps, elle Ouais. voit le tas de linge et elle se dit: «Ah bah mince, il faut que Aïe, je aïe. change le linge». Mmh. Donc le fait de ne pas voir fait que tu n'es pas happé au niveau de ta pensée. Hem, il y a, bah, au niveau du son, donc ouais, la musique peut aider. Au niveau du toucher, bah, il y a d'avoir la conscience de qu'est-ce qui est, le rythme du toucher, la fréquence du toucher. Comme tout va trop vite, si elle sympathique, en fait, le système nerveux sympathique qui est actif, tout va tellement vite
que peut-être que pour activer le parasympathique et pour que la personne, elle se calme et juste dans le cycle, pour avoir du désir sexuel, il faut que ce soit le parasympathique qui prenne le dessus pour faire monter le désir, l'excitation. Et l'orgasme se déclenche grâce au sympathique. Donc, si vous voulez déclencher le désir chez une personne qui présente un TDAH, il faut l'amener à ralentir. Ralentir. Donc, les caresses plus lentes, un massage plus doux. Le slow sex. Slow sex, voilà. Mais après, accélérer pour activer le sympathique ensuite. Carrément. Oui, donc en fait, ce que tu nous dis, c'est pas un signe d'absence d'attraction, d'intérêt de l'autre, c'est vraiment neurologique, ça s'explique. Et que c'est important parce que l'idée, c'est pas que ça affecte l'autre et puis que ça crée des blessures de rejet, etc. Et il y a des petites astuces, comme tu as dit, le masque, etc. On peut poser aussi la question avec bienveillance à l'autre. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu en es où? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu as envie? On peut réancrer les choses en posant les mains. On essaye de voir, parce qu'en plus, à chaque fois, c'est un peu un mystère. C'est une énigme. C'est une énigme. C'est une énigme à découvrir. C'est en fonction de la période du mois, homme, femme, c'est ce qui fonctionnait une fois ne fonctionnera peut-être pas pour l'autre. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est que comme c'est un cerveau qui a du mal à se poser, qui a du mal à ralentir, l'idée n'est pas non plus de stopper l'autre en fait et de lui dire non mais est-ce que tu es là avec moi, parce que ça fait rendre compte à l'autre qu'il était parti et encore une fois il l'a pas fait exprès. Donc c'est mettre le doigt sur peut-être quelque chose qui est pas agréable, mais par contre si l'esprit, comme l'esprit a du mal à ralentir et qu'il a envie de tourner, autant surfer dessus en fait. Donc si ton esprit il a envie de continuer à blablater, tu as encore envie de réfléchir, vas-y, mais réfléchis sur ce qui va soutenir l'expérience que tu es en train de vivre. Active l'imaginaire érotique. En fait, tu m'as appris un mot hier, c'est le tachypsychie. Et c'est vrai que donc tachypsychie, c'est le cerveau qui s'emballe dans les pensées, notamment dans l'intimité. La tachypsychie, c'est comme la tachycardie au niveau du cœur, c'est tes pensées qui s'emballent et dont tu n'as plus le contrôle. Et c'est un marqueur qui est assez retrouvé dans le TDAH, et notamment la nuit. Donc la personne dort et pourtant son esprit tourne et potentiellement l'empêche d'avoir un sommeil profond, ce qui est épuisant. La personne va dormir 7 heures, 8 heures, se réveille épuisée parce qu'en fait, elle était dans de la tachypsychie. Ça peut se manifester pendant les rapports sexuels. Et à ce moment-là, au lieu de dire à la personne « arrête de penser », oui, mais c'est mignon, mais c'est comme si je te demandais d'arrêter de respirer. Ça va durer 30 secondes et puis ensuite, ça ne pense pas cet éléphant. Voilà. Donc, c'est plutôt de surfer sur « Ok, si ton esprit il a envie de réfléchir, vas-y ». Donc, c'est là où l'hypnose est intéressante sur soit soutenir l'autre dans son délire mental et donc de l'embarquer dans un scénario qui, même si c'est imaginaire, ça vient soutenir l'expérience, soit de se donner le droit, en fait, d'avoir son propre scénario, mais qui vient encore une fois soutenir l'expérience. Comme ça, le cerveau continue à tourner, mais il tourne au profit de l'intimité, de l'instant, du partage. Et donc, ça fait que la personne, elle est un peu ailleurs, mais en même temps, elle est ailleurs pour mieux vivre l'instant du moment. Donc, voilà. Donc, jouer sur la voix, jouer sur le contact, jouer sur cet ancrage. Et en même temps, si ton esprit a envie de partir ailleurs, lancer des idées de scénario à la personne, si vous êtes preneur de ce genre d'idées. Et en même temps, ne cherchez pas à rentrer dans l'esprit de la personne, parce que peut-être qu'elle va penser à des choses qui vont soutenir, mais qui sont peut-être pas des choses qui sont à savoir. Donc voilà, l'esprit et ce qu'on choisit de penser peut vraiment soutenir au lieu de se dire non, je dois pas penser. Non. Et puis notre cerveau, petit rappel, ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, ce que vous imaginez, vous allez avoir des manifestations physiologiques. La femme va lubrifier, l'homme va avoir une semi-érection, va avoir une érection complète. Donc, c'est vraiment très intéressant d'activer, qu'on ait un TDAH ou pas d'ailleurs, d'activer de l'imaginaire érotique, qu'on le sache en amont, qu'on en parle. Et comme tu dis, ça peut différer d'un moment à un autre. Et puis de ne pas imposer un scénario à l'autre qui n'est pas forcément stimulant, qui était peut-être stimulant il y a une semaine, mais pas celui-là. Et ça demande beaucoup de com, tout ça. De la com et cette curiosité, vraiment de voir, d'essayer de pas de voir les choses en mode « Oh, ça va être encore compliqué », mais plutôt trop chouette, il y a cette énigme, il y a cette découverte de l'autre. Et puis, ça n'est pas que... c'est aussi quelque chose qui est assez individuel, en fait. C'est que même dans un rapport à deux,
Bah, c'est aussi, même si on est ensemble dans cet échange, il y a aussi ce parcours individuel et ça Ouais, appartient à chacun de faire sa propre magie interne pour que ça déclenche et la relaxation et ensuite, l'explosion. carrément, carrément. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal, hein, sur le Mmh. qu'est-ce qu'on voulait parler aussi? Ah oui, oui, oui. Il y avait tout ce qui était, sensorialité, hein. Mmh. Parce qu'il y a cette hypersensibilité, notamment dans les zones érogènes. Qu'est-ce qu'on voulait parler encore? Il y avait peut-être, Mmh. cet aspect, la dans la communication en fait, parfois cette difficulté à exprimer ce qu'on ressent, et de le dire à l'autre et il y a des personnes en fait et ça TDAH ou pas, il y a à peu près 10 de la population qui fait ce qu'on appelle de l'alexithymie Ouais. et qui est en fait la Oui. difficulté à comprendre ce qui arrive à la personne et la difficulté du coup à pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. Oui. Et ça, bah, si on n'est jamais passé par, les mains d'un psychiatre qui cherche cette information, bah, on le sait probablement pas et 10 Mmh. de la population, c'est plus important que les à peu près 5 à 6 des enfants TDAH et à peu près 3 des adultes TDAH. Donc, il y a peut-être plus de chances que vous ayez croisé et que vous ayez été en couple avec quelqu'un qui fait de l'alexithymie que quelqu'un qui a un TDAH. Mmh. Mais parfois, il y a cette concomitance. Je sais pas Par si rapport c'est à le mot. l'empathie, Et tu donc, peux bah, me par dire? rapport à l'empathie, c'est que du coup, l'alexithymie, c'est la difficulté à identifier ses propres émotions et à Mmh. pouvoir en discuter. Bah, tiens, là, je sens que je suis en colère. Il y a la sensation, il y a la description factuelle, mais il y a la difficulté à y poser une étiquette. Alors que l'empathie, c'est plutôt orienté sur l'autre et la capacité à capter chez l'autre son Ouais. émotion. Donc, on peut faire de l'alexithymie tout en étant empathe, tout comme on peut ne pas être empathique, et pourtant ne pas être dans l'alexithymie, donc être capable d'identifier ses propres émotions, mais de ne pas savoir les lire sur l'autre. Mais voilà, c'est intéressant de le voir, de le lier avec le TDAH parce que comme le TDAH vient souvent avec des comorbidités, des copains problèmes, il peut y avoir bah, cette difficulté à identifier ce qu'on ressent, à pouvoir en parler. Et si on le double à l'impulsivité et au filtre, bah, ça peut être aussi de dire des phrases qui nous dépassent et ça, du coup, il y avait cette métaphore qui était venue, c'est que, bah, quand vous discutez avec quelqu'un qui a un TDAH et notamment, bah, quand on est dans l'échange dans le couple, et notamment dans une intimité, c'est que si vous posez une question et que l'autre, avec un TDAH, la première chose qu'il vous répond, potentiellement ça vous blesse ou c'est à côté de la plaque. J'aime bien voir cette image que c'est comme une crêpe, en fait. Ah oui. La première crêpe est toujours ratée, donc quand tu discutes avec un TDAH, Mmh. potentiellement la première chose qu'il va te dire, dis-toi que c'est pas exactement ça qu'il voulait dire. C'est comme ça que c'est sorti, mais attends, je rembobine et c'était pas comme ça que je voulais le dire. Non, Hier, mon chéri me dit: «Mais en fait, tu réfléchis quand tu parles, des fois le soir, est-ce que tu réfléchis à la phrase où ce que tu vas parler?» Parce que des fois, la première fois, j'ai l'impression que c'est pas ça que tu c'était veux pas nous ça que tu dire. voulais Non, dire. Ouais, c'est ouais. pas ça. Ouais, j'ai encore fait le coup à mon chéri la semaine dernière où la première chose qui est sortie, c'est: «Tu es sûr que tu veux vraiment le savoir? Eh bien, tu n'es qu'un numéro et donc une fois que tu as fini ce numéro-là, je prends le suivant». Et après j'ai réfléchi, j'ai quand même dit à mon chéri qu'il était remplaçable, que c'était un numéro. Non, mais c'est pas exactement ça que je voulais dire. Ouais. Donc voilà, ce côté, moi j'aime bien la métaphore de la crêpe, voilà. C'est la première chose Mmh. qui sort, c'était pas cette forme-là. Donc je rembobine et C'est ça. ça veut enfin et ça peut devenir un jeu de OK, le premier truc que tu vas balancer, je sais que c'est pas exactement ça que tu voulais dire. Après si la personne répète, c'est peut-être vraiment ça qu'elle voulait dire, hein, mais Ouais. Moi, je voulais revenir sur, quand même l'intérêt du slow sex parce que notre cerveau, il a une tendance à apprécier quand même tout ce qui est lent et alors je pense que le cerveau, notamment du TDAH, va apprécier, tout ce qui est un peu plus lent, prendre le temps et cetera et c'est vraiment aussi le fait d'être soit enfin, dans le slow sex, c'est soit on est émetteur, on donne du plaisir, soit on est récepteur et on reçoit le plaisir et on n'a pas forcément appris ça. Dans nos relations occidentales, on n'a pas forcément appris. Le slow sex, c'est un peu le petit frère du tantra. Tantra, un peu cœur, corps, esprit. Donc, le côté un peu spirituel de la sexualité et vraiment de ralentir intentionnellement dans nos gestes, dans la réception aussi de ce plaisir, c'est intéressant. Ça va permettre de squeezer aussi cette ultra, pensée, ce hamster qui tourne tout le temps et de revenir dans le corps parce que c'est une des difficultés, je pense, un petit peu tout le monde. C'est mmh. pas que le TDAH
Et pour le coup, ça peut être intéressant d'aller un peu développer, beaucoup développer cette voie. Mmh. Voilà. Mmh. Et surtout qu'il y a cette notion de temporalité. En fait, la perception du temps est différente. Donc, autant des fois ralentir peut aider, autant ça peut devenir une torture parce que la perception du temps étant déjà altérée, c'est à observer et à discuter parce que ralentir trop va rendre fou. Mais inversement, et c'est ce que je travaille beaucoup avec mes clients sur la Ouais. régulation émotionnelle, c'est que si tu prends le temps de ralentir tes gestes, ça va ralentir tes pensées, tu vas plus facilement pouvoir y avoir accès, comme un embouteillage en fait. Mmh. Quand on cherche à défaire un embouteillage, on ralentit et ça désengorge. Donc voilà, le slow sex est très intéressant à co-construire avec l'autre pour savoir jusqu'où c'est un plus et à quel moment ça devient un non mais là, je m'ennuie. Mmh. Donc faut trouver le c'est comme l'embrayage en fait, c'est-à-dire si je vais trop doucement, je cale, mais si je trouve le juste milieu, bah hop, ça avance tout seul en fait. Ouais, complètement. OK. Bon, ben, c'est pas mal, non, sur ce chapitre-là, sur l'intimité, je pense. Tu avais encore d'autres choses à ajouter, Jenny? Non, il y avait juste cette idée que c'est une énigme passionnante et que, voyez votre partenaire plus comme une énigme passionnante que plutôt comme un: «Ah, qu'est-ce que je dois encore faire ou Galère. encore m'adapter parce que monsieur ou madame, a ses humeurs». Donc c'est Ouais, vraiment de prendre le temps de se comprendre dans cette, unicité, oui. et que voilà, le point de départ, c'est en parler, ne pas prendre les choses personnellement, mais plus comme, le fonctionnement de l'autre qui est différent. Il y a plus de chances que vous soyez différents que vous soyez pareils et c'est cette complémentarité, qui va peut-être vous faire vivre des expériences, de folie. Bah, ouais, c'est Ouais. ça l'idée du couple, hein. Si on rencontre son double, c'est pas intéressant. Donc vous allez vivre de belles aventures ensemble. En tout cas, au regard de tout ce que ces petites astuces, pas en restant dans l'incompréhension totale de, qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas, on ne se comprendra jamais. Je crois que c'est une 1re chose que vous me dites, tout le temps en thérapie de couple, c'est, «On ne se comprend plus». Mmh. Voilà. Et c'est vrai que ça nous éloigne, ça crée de la distanciation émotionnelle, on a l'impression qu'on ne s'aime plus, qu'on ne se désire plus. Et juste de remettre de la compréhension, mais tout de suite l'éclairage, il va permettre de se retrouver et de repartir sur un nouveau contrat de couple et c'est hyper intéressant. Voilà, bon, très bien. On va se retrouver dans un troisième chapitre, mais avant tout, on va parler de Jenny, de ses actualités, comment vous pouvez joindre Jenny. Donc, si la régie, Sofiane, qui nous écoute, veut bien mettre un petit peu les QR codes et puis comment on arrive à joindre Jenny sur son site. Ouais, ça, c'est le QR code pour te directement prendre rendez-vous avec toi pour du coaching sur Ouais. avec le TDAH, quoi. Ouais, donc le QR code, ça vous amène directement sur la page de mon site, autour du coaching TDAH et puis en dessous, vous avez mon site Archithérapie qui vous donne un petit peu l'approche globale, que je vais avoir parce que j'ai cette spécialité autour du coaching, pour la communauté TDAH, mais tous ces outils de coaching, d'hypnose, de PNL, je les mets aussi au profit de vous n'avez pas besoin d'avoir un diagnostic pour venir travailler sur vous, sur votre compréhension donc voilà, vous avez, le site Archithérapie et encore une fois, donc j'ai pas beaucoup de créneaux, mais j'essaie de trouver de l'espace, que ce soit en visio, en présentiel. Mmh. Hem et voilà et Top. puis sinon, un petit appel à témoins. Ah oui, très important. J'ai ce projet d'écrire un livre et je sens que voilà, j'aimerais travailler avec quelqu'un pour écrire ce livre autour du TDAH donc si vous avez des connaissances autour de l'écriture de livres ou si, bah, d'une manière ou d'une autre, ce que j'aurais pu partager dans cette émission a pu vous interpeller, peut-être qu'il y a une collaboration qui pourrait se faire. Donc voilà, au plaisir d'échanger avec vous. Et toi, qu'est-ce Good. qui t'arrive ces prochains temps? Alors moi, vous pouvez me joindre donc sur Insta, Aurore Sexologue, YouTube Aurore Paulier et puis mon site internet, comme d'habitude, voilà, il est là, il est visible là. Qu'est-ce que je mets en place en ce moment? Donc je reviens d'une tournée internationale, non, bourguignon, en Bourgogne du Sud, dans les EHPAD sur la question de la sexualité des seniors. Donc je délivre, parce que je suis nouvellement formatrice certifiée. Et donc, ouais, c'est trop bien, je suis contente. Ça fait voilà, ça fait une autre casquette, hein, ça fait autre chose à transmettre aussi dans un autre environnement, c'est hyper riche.
donc auprès des soignants en EHPAD. Et puis, il y aura d'autres formations, évidemment. Et puis là, je suis en train de refondre mon pack libido. C'est le premier programme que j'ai mis en place parce que je trouve qu'il est un petit peu obsolète et j'ai en train de le remettre avec notamment des outils que je n'avais pas il y a 4 ans, l'EFT, la méditation, etc. L'hypnose. L'hypnose, ouais, carrément. Et c'est vrai que depuis ces 3 années où j'ai mis tout ça en place dans ma pratique au quotidien en consultation, ça me donne envie de remettre au goût du jour certains de mes programmes, notamment le pack libido, où il y a toujours de la consultation d'ailleurs avec moi. C'est pas juste des programmes, regarder des vidéos et merci, au revoir, terminé. Non, il y a des workbooks, il y a des consultations, voilà, c'est tout un ensemble d'accompagnement. Et puis voilà, c'est pas mal, hein, les apéros sexos, les émissions de radio jusqu'à fin juin. Il y aura plein d'autres émissions et la collaboration avec Honneur Original et puis voilà quoi. Plein d'autres choses, mais c'est déjà pas mal. Merci à vous en tout cas et puis on se dit rendez-vous dans le 3e chapitre. On va parler un peu plus du couple, un peu plus d'outils concrets. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place réellement encore? Parce que je sais que vous êtes, comment dire? Vous êtes curieux, curieuse d'avoir des outils concrets, des astuces, comme on a dit tout à l'heure. Et on va continuer dans ce 3e chapitre. Donc, rendez-vous un peu plus tard. Merci, prenez bien soin de vous. Bye!